pas si grand que ça. Hop là, voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais déjà commencer par vous dire que c'est quelque chose pour moi d'être ici. Ça me fait quelque chose parce que bon, je suis mathématicien, hein. Je ne suis pas médecin, mais je pense que vous avez, on va dire, ces dernières années, vécu un contact avec les mathématiques qui a pu être compliqué parce que les chiffres étaient partout. Vous avez eu cette chose qui fait peur à tous les mathématiciens et mathématiciennes de la Terre, qui est de faire rencontrer les calculs et les humains, parce qu'on n'est pas des bonnes machines à calculer et à accepter les risques. Et vous avez été en première ligne, et je dois vous remercier pour ça. Et au nom de tous les mathématiciens et mathématiciennes, je le fais aujourd'hui. Tout particulièrement... Merci. Tout particulièrement parce que je suis probabiliste, donc je suis en plein dedans, comme on dit, et que en fait vous avez été confronté à une chose qui était peut-être nouvelle finalement aujourd'hui, qui est que la population s'est rendue compte de ce que c'était que la recherche. Habituellement, les gens sont juste confrontés aux résultats de la recherche. Ils ne voient jamais le processus. Or là, il n'y a pas eu le choix, il a fallu qu'il y ait le processus aussi. Et il est venu avec ses doutes, avec ses balbutiements, ses erreurs, etc. Et en fait, vous avez été nos ambassadeurs, en quelque sorte. C'est vous qui avez été qui avez reçu les patients, qui avaient des doutes, qui avaient des pertes de confiance en la science, quand on parle du vaccin, par exemple, etc. Et on ne vous avait pas trop préparé à ça. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour ça, parce que c'était nouveau. Je pense que les gens n'ont pas conscience de ce que c'est que la recherche et n'ont pas forcément conscience de ce que cela implique. Donc je vais vous parler du... Merci. Je vais vous parler du hasard, justement, du risque, en quelque sorte. Mais on m'a demandé de vous remonter le moral. Donc, je vais en parler de façon un petit peu plus légère et poser des questions un peu fondamentales, finalement, sur ce que c'est que le hasard. Est-ce que ça existe vraiment, par exemple? Est-ce qu'il faut en avoir peur ou, au contraire, l'utiliser? D'accord? Alors... Donc, on va commencer déjà par une définition. Je suis mathématicien, on ne se refait pas. Donc, juste qu'on soit d'accord, ce qu'on appelle le hasard. Le hasard, c'est la cause d'un phénomène qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un processus déterministe et qui échappe par conséquent à toute forme de prévision. Il y a deux termes importants là, c'est cause et toute forme de prévision. On parle de hasard quand on n'arrive pas à prédire ce qui se passe. Et d'un certain point de vue, le hasard, c'est la cause première quand on ne sait pas expliquer quelque chose. On dit, c'est dû au hasard, c'est pas de bol. Ou au contraire, vous avez de la chance. D'accord ? Donc ça va être la définition qu'on va prendre. Je ne vais pas rentrer, on pourrait parler de contingence, on pourrait parler de plein de choses, mais je suis mathématicien, je vais me restreindre, on va dire, à l'aspect scientifique de la chose et discuter cette chose-là. Et en particulier, est-ce que le hasard, ça existe ? Parce que quand on prend cette définition, ce n'est pas si évident. En fait, la science, c'est peut-être simplement... le processus qui consiste à essayer d'éliminer le hasard, puisqu'on essaye de trouver la cause à chaque chose. Hein ? Donc, est-ce qu'au in fine, le hasard existe ? Est-ce que le hasard remet lui-même en cause le principe de causalité ? Et ça, c'est quelque chose qui, pour nos concitoyens et concitoyennes, est quelque chose de très important. L'humain est, d'un certain point de vue, poussé continuellement à essayer de trouver les causes des choses. Parfois, d'ailleurs, beaucoup trop vite et beaucoup trop fort, ce qui fait qu'on va trouver des causes là où il n'y en a pas. Est-ce que le hasard, c'est une source de chaos, de désordre, ou au contraire d'ordre ? Ça, c'est quelque chose peut-être que vous n'êtes jamais posé comme question, mais c'est quelque chose de fondamental pour les scientifiques et pour les probabilistes en général. Et puis, de façon générale, est-ce que c'est une bonne chose d'essayer d'éliminer le hasard, justement ? Et ça, je pense que c'est un enjeu de la médecine, en particulier de la médecine prédictive, qui consiste à essayer d'éliminer toute forme de hasard, de pouvoir prédire très précisément ce qui va se passer dans l'avenir des gens. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Voilà, ça fait partie des petites questions comme ça. Donc là, vous avez 3 images. Vous avez un petit cartoon que tous les probabilistes adorent parce que ça revient, c'est un petit peu notre cheval de bataille, en particulier avec les autres mathématiciens, qui est de faire comprendre que nos théorèmes ne sont pas incertains, même s'ils portent sur le hasard. Et puis, vous avez la découverte de pénicilline, mais ça, vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui est due justement au hasard. Alors, on va commencer, et pour essayer de voir si le hasard existe et pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les différentes formes de hasard,
Je les ai classés en 3 catégories. D'accord ? On va commencer par la première catégorie, qui est celle qui sauterait probablement aux yeux de tout le monde. Quand on pense hasard, on pense lancer de dés, d'ailleurs le terme vient même de là, ou lancer de pièces de monnaie. Hein, pour nous, le lancer de pièces de monnaie, c'est quelque chose d'aléatoire et en général d'équitable. D'accord ? Très bien, mais à quoi c'est dû ? Pourquoi on pense que ça c'est hasardeux ? On pense que c'est hasardeux parce que tout simplement, l'humain, moi, vous, on n'arrive pas à prédire, quand on voit notre copain ou notre copine tirer le toss, comme on dit en Suisse, hein, on ne sait pas si la pièce va tomber sur pile ou face. Mais c'est plus une limitation de notre propre esprit que quelque chose de fondamental. En fait, si je regardais très très précisément, si j'étais une machine extrêmement puissante, juste le mouvement initial va lancer la pièce d'une certaine façon, et après, la mécanique newtonienne nous dit exactement comment la pièce va évoluer, si j'ai la distance au sol, exactement comment elle va heurter le sol, rebondir, etc., etc., etc. C'est purement déterministe, en fait. Donc, d'un certain point de vue, c'est juste parce que je ne suis pas capable de prédire que je vais dire que c'est le hasard. Et il y a des systèmes, donc c'est dû au fait que le comportement est très sensible, en quelque sorte. Pour vous donner un exemple vraiment explicite, on sait tous jouer au billard. Alors, je vois qu'il y a des jeunes enfants parmi nous. Un jour, vous saurez jouer au billard. Quand vous jouez au billard, on sait très bien que quand on tire la boule, elle va aller tout droit, elle va rebondir sur les bandes, etc. Donc, jusque-là, quelque chose de très, très déterministe. On arrive même à prédire très bien. Mais imaginez que vous jouiez au billard sur 2 billards très différents. Un circulaire, et un qui a une drôle de forme, qui n'était pas choisi au hasard. Et vous voyez qu'il y a un comportement totalement différent dans les 2 cas. Donc là, en fait, il y a 10 000 billes dans chacun des cas. Ça a été calculé par ordinateur. Et vous voyez qu'à droite, il y a une certaine forme on va dire, d'ordre, même si, bien sûr, les billes ne font pas toutes la même chose. Il y a une certaine forme d'ordre. D'ailleurs, pour ceux qui observent, vous verrez qu'il y a un cercle au centre dans lequel les billes ne rentrent jamais. Une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le rater. Tandis qu'à gauche, au contraire, vous avez un désordre absolu. C'est un système chaotique. Pourtant, les billes ont été lancées quasiment de la même façon et elles ont un comportement complètement différent au bout d'un moment. Donc ça, c'est un exemple typique. Si je vous montrais là, si à cet instant, je lance la vidéo, vous me direz, oui, à gauche, c'est complètement aléatoire, et à droite, je comprends qu'il y a un ordre dans ce qui se passe. Pourtant, les 2 choses ont des règles très simples, et l'ordinateur même était capable de calculer n'importe lequel de vos ordinateurs, peut-être même vos téléphones portables, maintenant, vu la vitesse à laquelle les choses évoluent, mais votre téléphone portable est capable de faire ces calculs. Et pourtant, on a du hasard. D'accord ? Je devrais dire d'ailleurs une deuxième chose, c'est qu'en médecine, c'est en général pas tellement la sensibilité de votre système qui est importante, c'est le nombre de paramètres. En général, vous avez énormément de paramètres quand vous avez un patient qui arrive. Il y a tous ces paramètres vitaux, il y a tous ces paramètres génétiques, il y a les paramètres de l'environnement, etc. Il y a tellement de paramètres reliés que d'un certain point de vue, vous allez devoir, vous, faire un raisonnement déterministe, mais basé aussi sur les chances qu'il ait telle maladie, telle maladie, telle maladie. Parce que là, c'est trop compliqué, le système est trop compliqué pour avoir une réponse pour sûr. Donc ça, ce sont des types de hasard que j'appelle apparents, dans le sens que, d'un certain point de vue, ils dépendent de l'observateur. Si une machine suffisamment puissante, en fait, parviendrait très bien à prédire ce qui se passe. Mais c'est impossible dans les faits. C'est un hasard de fait. D'accord ? Bon, c'est un peu décevant quand on voit un hasard apparent, on se dit, bon, c'est pas vraiment du hasard, en fait, c'est plus quelque chose de relatif à l'observateur. Mais il y a un deuxième type de hasard, une deuxième forme qui est un petit peu différente. Imaginez qu'on fasse l'expérience suivante. À gauche, j'émets des billes de billard depuis l'émetteur que vous voyez, et il y a 2 trous dans un mur. D'accord ? Et les billes de billard, elles sont un peu tirées au hasard. Si vous regardez de l'autre côté où est-ce qu'elles arrivent, ces billes, soit elles vont passer vers le trou du haut, soit elles vont passer par le trou du bas, et elles vont se répartir globalement à droite, sur le dernier mur, mais elles vont se répartir essentiellement comme une courbe en cloche. Ce sera assez facile de prédire ce qui se passe. Très bien, faites la même chose avec des électrons. Alors, je ne dis pas que vous pouvez faire ça chez vous, mais moi non plus, ne vous inquiétez pas. Mais essayez de faire avec des électrons, et voilà les impacts que vous obtenez.
vous n'obtenez pas du tout quelque chose qui ressemble à une courbe en cloche. En fait, il y a des endroits où il y a plus de chances que les électrons arrivent et des endroits où il y a moins de chances que les électrons arrivent. Et ça oscille comme ça. C'est un pattern qui n'est pas du tout évident à prédire au départ. En fait, la physique quantique vous dit que c'est impossible de prédire, si je me mets à l'endroit de l'émetteur, par où les électrons vont passer. Est-ce qu'ils passent par le trou du haut ou le trou du bas? C'est impossible à dire, en fait. C'est absolument impossible. Si vous essayez de deviner, vous allez casser, en fait, le système. C'est comme si vous êtes en train de comprendre comment le jouet marche, vous l'utilisez, vous le cassez. D'accord? Et donc, du coup, là, on a un vrai hasard. C'est absolument imprédictible. Donc, il faut aller, si vous voulez, dans l'infiniment petit pour trouver le vrai hasard. Et ça, c'est un jeu qu'aiment beaucoup faire les physiciens, et en particulier notre mousquetaire national Alain Aspect, dont vous avez peut-être entendu parler, prix Nobel de physique cette année. Exactement ce qu'il a fait, c'est prouver en quelque sorte qu'il y a vraiment du hasard aux échelles infinitésimales en faisant ce qu'on appelle de l'optique quantique. Voilà, donc ça c'est du vrai hasard, ce que Alain Aspect appelle du hasard quantique. Je trouve que c'est très élégant comme façon de dire. Et là, on parle vraiment de vrai hasard. Et c'est un peu la même chose quand vous envoyez de la lumière à travers vos lunettes de soleil, une partie passe, une partie ne passe pas. Ben, chaque photon, il va choisir totalement au hasard s'il passe ou non. Là, il n'y a aucun moyen de prédire. Donc du coup, ce hasard, est-ce qu'il finalement, il nous remet en cause le principe même de causalité? Maintenant qu'on sait qu'il y a du hasard, on peut se poser la question, est-ce que du coup, il y a un principe de causalité? Ben, je vous rassure, non, il ne le remet pas en cause pour la raison suivante, qui est qu'en physique quantique, on ne peut pas du coup prédire si le photon va passer ou non, si l'électron va passer par le trou numéro 1 ou le trou numéro 2, mais on peut quand même calculer les probabilités que ça ait lieu. Et en fait, il faut imaginer que le principe de causalité, il faut le repenser comme étant un principe de causalité sur les probabilités d'événements, et non pas sur les événements eux-mêmes. Et là, il n'y a aucun souci. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger qui vous permet de prédire. J'avais envie de mettre une équation, sinon vous n'allez pas me croire que je suis mathématicien. Donc je me suis dit, il faut faire gaffe quand même. Et donc voilà, une équation. Et donc la leçon venant de la physique quantique, c'est que le principe de causalité, ça concerne les probabilités en fait. D'accord? Alors, juste, je n'ai pas résisté. J'adore cette vidéo. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique dans cette vidéo. Alors cette vidéo, c'est quoi? C'est de l'uranium. Et les petits jets que vous voyez, en fait, c'est des particules alpha qui ionisent le matériau dans lequel ils passent. Et en fait, ces particules alpha, elles sont tirées totalement au hasard. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est le vrai hasard, fondamental. Il n'y a aucune façon de deviner où est-ce que partira la prochaine particule. Parce que vous vous disiez peut-être, oui, bon là, votre expérience, je ne vois pas vraiment... là, ce que vous voyez, c'est le vrai hasard. Voilà. Alors, une troisième forme de hasard, parce que c'est ma préférée. La théorie des probabilités, donc je suis probabiliste, c'est l'analyse des lois qui régissent le hasard. Et il y en a beaucoup, en fait, des lois qui régissent le hasard. Il faut voir que le hasard, c'est plutôt facteur d'ordre que de désordre. Et ces lois qui régissent le hasard, leur existence donne une idée aux scientifiques ou à la scientifique. C'est tout simplement, dans ce cas-là, je peux introduire du hasard dans un système artificiellement pour essayer de comprendre mieux ce qui se passe. Et c'est en fait typiquement ce qu'on fait quand on est face à des systèmes très complexes. Par exemple, quand je regarde les particules, les molécules dans cette pièce, il y en a tellement que c'est impossible d'imaginer d'étudier exactement comment elles se déplacent. Donc on va tirer des particules au hasard pour essayer de comprendre leur comportement typique. Petite anecdote, est-ce que vous savez à quelle vitesse vont les particules dans cette pièce? Voilà, comme ça au moins vous aurez appris quelque chose à la fin. Ce que je vous jure que vous allez retenir. Elles vont à la vitesse du son, tout simplement. C'est pour ça que le son va à cette vitesse. Et juste pour vous donner une petite anecdote, donc là on est à température ambiante, la vitesse du son c'est 1200 quelque chose km/h, mais si vous faites par exemple comme Alain Aspect, que vous étudiez de la physique à très très basse température, quelques nanokelvin, donc quasiment zéro absolu, et en fait les molécules ou les atomes dans ces systèmes, ils mettraient 1 heure à traverser la pièce. Donc juste un truc un peu concret pour voir l'effet de la température sur les systèmes. Voilà, donc l'intérêt du hasard artificiel, il y en a un exemple classique, et puis puisque c'est une vidéo, c'est toujours mieux, c'est l'idée du mouvement brownien.
Einstein, vous savez, en 1905, a révolutionné la physique dans 4 articles, et en particulier un d'eux, il propose d'utiliser la théorie probabiliste du mouvement brownien, donc vraiment quelque chose de totalement aléatoire, pour étudier, en fait, pour prouver que les atomes existent. Et c'est quelque chose qui a été ensuite expérimenté, l'expérience a été faite par Jean Perrin, qui a eu le prix Nobel pour ça. Et donc là, Einstein, ce qu'il dit, c'est que le système qui décrit notre pièce, les atomes, elles se rentrent dedans, elles rebondissent comme des boules de billard, en fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si j'utilise la théorie des probabilités, je peux essayer de deviner combien il y a d'atomes, en quelque sorte. Idée brillante et idée qui a très très bien marché. On obtient derrière un nombre, par exemple le nombre d'Avogadro, pour essayer de vous rappeler les traumatismes de l'école qui, pour une fois, ne sont pas en mathématiques. Il n'y a pas de physicien ou de chimiste dans la salle, c'est bon. Donc voilà, donc ça c'est un exemple typique et je trouve un bel exemple de hasard artificiel et de ses applications. Alors, voilà, donc c'était les 3 types de hasard. J'aimerais vous mentionner un autre type de hasard parce que je trouve qu'il y a une perspective assez intéressante quand on parle de médecine. C'est une classification du hasard par Mandelbrot, qui est le père des fractales, et qui parle de hasard bénin et de hasard sauvage. Et j'aimerais vous expliquer la différence. Donc, parler de probabilité quand on fait de la médecine, ça a du sens à cause de la loi des grands nombres. Si on répète n fois une expérience aléatoire donnée, désolé, je suis mathématicien, donc n fois, 10 000 fois, disons 100 000 fois, je ne sais pas, le nombre de fois où le résultat A a lieu, c'est très proche de n fois la probabilité de l'événement A. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très précis. Donc, si on regarde le nombre de malades, etc., on peut avoir les estimés sur la probabilité. Et après, on sait que quand on va refaire notre expérience ou dans l'année future, on aura à peu près cette quantité de gens qui seront malades. C'est pour ça que vous parlez de probabilité à vos patients de temps en temps. Et en plus, on a une bonne approximation de à quel point on est proche de n fois la probabilité. Et ça implique ce fameux théorème central limite. Donc en fait, vous utilisez 2 théorèmes dans votre vie. C'est pas le théorème de Pythagore ni Thalès, mais la loi des grands nombres et le théorème central limite qui vous dit que la répartition, l'approximation, c'est à peu près une gaussienne. Et du coup, vous parlez en particulier de variance parce que c'est une façon de quantifier le truc. Donc quand vous faites des stats, en fait, vous êtes en train d'utiliser la loi des grands nombres et le théorème central limite. Mais j'attire votre attention sur le fait que, en fait, de très nombreux phénomènes ne sont pas régis par ce type de comportement. C'est ce que donc le hasard d'avant, c'était le hasard bénin au sens de Mandelbrot. Et il y a un hasard sauvage où en fait, ce sont les événements rares qui gouvernent ce qui se passe. Et en fait, vous en avez un exemple totalement concret. Donc, non, mais j'avais dit que je déprimais pas. Mais l'épidémie, ça a été exactement ça. C'est-à-dire, d'un coup, un événement, l'épidémie, a totalement changé la phase de votre travail. C'est pas s'il y avait eu 2 personnes de plus qui étaient malades de telle maladie, ça ne changeait pas fondamentalement ce qui se passait. Par contre, là, d'un certain point de vue, quelques patients qui ont créé quelques malades qui ont créé l'épidémie ont changé entièrement la face des choses. C'est pareil s'il y avait un séisme, typiquement, dans le lieu où il y a un séisme, il y a un changement brusque de ce qui se passe. Et donc, prédire ces phénomènes sauvages, c'est aussi utile, c'est complémentaire, si vous voulez, de la prédiction habituelle avec le théorème des grands nombres et la loi des grands nombres et le théorème central limite. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire parce qu'on est en train d'essayer de comprendre les événements rares. Et par définition, on en a beaucoup moins à disposition pour essayer de comprendre ce qui se passait dans le passé. Alors, je voulais vous parler de ça parce que ça me permet de vous parler de ce que je fais. Voilà. Très égotique, mais non, mais je me dis quand même que ça peut intéresser certaines personnes. Enfin, moi, ça m'intéresse en tout cas. Donc, comment on utilise le hasard artificiel pour modéliser le hasard sauvage? Et je vais vous prendre l'exemple de ce qu'on appelle les transitions de phase. Donc là, c'est la petite parenthèse. Les transitions de phase, c'est les changements brusques de comportement dans un système. D'accord ? Et vous en connaissez un, c'est quand vous prenez de l'eau, si vous la diminuez, vous descendez la température à 0 degré, ça devient de la glace. C'est les mêmes molécules d'eau, juste elles comprennent essentiellement qu'à 0 degré, elles doivent se comporter totalement différemment. Au même titre que quand elles passent à 100 degrés, ça devient de la vapeur. Ça, c'est des changements brusques de comportement. À plus 0,0001, c'est de l'eau. À moins 0,001, c'est de la glace.
Donc ça, c'est un changement de comportement. Il y en a un autre, je vous en donne un autre, c'est la température de Curie, parce que je ne résiste pas à vous montrer que je fais parfois des expériences. Voilà, donc ça, c'est un aimant. Alors, mon grand regret, c'est que les physiciens de mon département ne m'autorisent pas à utiliser un bec benzène, probablement parce qu'ils ont peur que je me retrouve devant vous après. Donc, j'y suis allé à l'allumette, c'était un peu décevant. Donc, je chauffe un aimant. Et à votre avis, que va-t-il se passer? Ouais, enfin, j'entends rien en fait, mais je vais penser que tout le monde a eu la bonne réponse. Donc, ce qui se passe quand on chauffe un aimant, je ne vais pas vous le dire avant que ça arrive, c'est qu'à une certaine température, qui s'appelle la température de Curie, après Pierre Curie, l'aimant perd son aimantation. Voilà. Là, il a arrêté d'être aimanté et du coup, la gravité le ramène au sol. Malheureux. Donc ça a été découvert par Pierre Curie. J'adore cette photo, donc je la mets à toutes les sauces. Ça, c'est la famille Curie. C'est 4 prix Nobel à 3. Et j'adore cette photo parce que Irène a l'air tellement heureuse d'être sur cette photo et que je vois ma fille. Là, je vois quand on prend les photos. Mais bon, aujourd'hui, on peut prendre 1 milliard de photos et la voir contre son gré, mais voilà. Donc Pierre Curie a découvert ça, et que font les mathématiciens? Ils essayent, donc c'est un changement brusque, c'est typiquement du hasard sauvage, si vous voulez, et les mathématiciens, ils essayent de comprendre ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font une caricature mathématique, ce qu'on appelle un modèle mathématique. Vous avez probablement dû en entendre parler, parce qu'en médecine, on en fait aussi. Alors pas cela, mais on fait ces modèles. Et donc typiquement, on va penser que les aimants, c'est comme fait d'une multitude de tout petits aimants. D'accord? Et les tout petits aimants, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les gros aimants, ils ont envie de s'aligner les uns avec les autres. D'accord? Donc ça, c'est le phénomène de base. Tout le monde a envie d'être aligné. Par exemple, vous êtes quasiment tous en train de me regarder. Voilà, vous faites un bel aimant. Félicitations. Mais la température, j'en ai un petit peu parlé avant, c'est comme une évaluation du degré d'excitation dans le système, un peu de dissipation. Donc imaginez qu'on augmente la température. Je ne recommande pas de le faire, mais on augmente la température, les gens commencent à être dissipés, certains commencent à regarder derrière pour discuter avec la personne de derrière, etc. Puis ceux qui veulent bien être alignés, ils commencent à avoir quasiment autant de personnes qui regardent derrière que qui regardent devant autour d'eux, donc ils ne savent plus dans quelle direction pointer. Donc même les bons élèves, entre guillemets, vont commencer à s'orienter un peu aléatoirement. Et en fait, à une certaine température, la moitié des gens regarderont derrière, la moitié des gens regarderont devant. Vous n'avez plus d'aimant. C'est exactement ce que dit le modèle d'Ising, en quelque sorte. Bien sûr, ça, c'est la fable, l'histoire, mais bien sûr, démontrer ça rigoureusement, c'est bien plus compliqué. Mais c'est l'idée de la caricature mathématique, c'est de dire, il y a tous ces petits aimants. Ça, c'est une petite caricature. Normalement, c'est les spins dans les... si j'ai envie de vous faire peur, c'est les spins des électrons dans les atomes, voilà. Je me fais aussi peur quand je vous dis ça, je vous rassure. Mais donc là, il y a plein de petites hypothèses, mais elles nous permettent de décrire, en quelque sorte, grâce à l'aléa, donc la température et ces hypothèses, on arrive à expliquer pourquoi la température a un impact sur les aimants, ce qui n'était a priori pas du tout évident. Voilà. Oh, ça relance la vidéo, d'accord. Donc voilà, c'est sur ces choses-là c'est sur ces travaux et pour ces travaux que j'ai reçu la médaille Fields. Je voulais juste vous montrer une image de la médaille Fields, parce qu'il y en a qui... Non, c'était pas ça. Bon, je regrette déjà mon choix. Je dois dire que c'est une récompense individuelle qui est, c'est un peu bizarre, parce que pour moi, les sciences, c'est toujours à plusieurs, mais donc j'ai des collègues qui la mériteraient autant que moi. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que là, le modèle d'Ising, vous vous dites, mais bon, pourquoi il nous parle de magnétisme, c'est pas... Mais en fait, l'application d'un modèle mathématique, c'est toute la beauté de la chose. En quelque sorte, puisque vous prenez de l'altitude, elle se met à expliquer de très nombreuses choses différentes. Et en particulier, vous pouvez par exemple décrire les alliages, la diffusion d'une rumeur ou d'une épidémie, les systèmes biologiques tels que l'hémoglobine, les réseaux de neurones, en fait, tous les systèmes où il y a une coopération. Vos aimants ont envie d'être alignés. Vos personnes ont envie d'avoir le même avis, etc., etc. Tous ces réseaux-là, tous ces systèmes-là sont en fait modélisés par le modèle d'Ising. Je vais finir par quelques images
Voilà, ça, ce sont d'autres images de modèles de physique statistique différents. On a la diffusion d'une épidémie ou d'une bonne nouvelle, plutôt, disons. La porosité des matériaux, la conductivité, etc. Tout ça, en fait, ça rentre toujours dans le même cadre du modèle mathématique. Et les gens qui font de la recherche médicale, ils utilisent aussi les modèles pour essayer de comprendre le corps humain, le cerveau, etc., etc. Et je me disais que c'était bien d'avoir quelques images pour se représenter un peu ce que c'est. Et puis, je finis par le plus joli, voilà, un petit peu de hasard quantique. Merci beaucoup. On aime bien écouter, mais on aime bien échanger. On a le droit à 2 questions. C'est pas moi qui ai dit ça. Ouais, mais c'est moi. 2 questions courtes. Est-ce qu'il y a il y a les micros là? La première est toujours la plus dure. Allez-y, n'ayez pas peur, je ne mange pas. Et vous êtes plus nombreux que moi. Là, donc, le micro est là. Le micro dans l'allée. Je cours très lentement en plus, donc ne vous inquiétez pas. Non, c'est bon, dans l'allée. Bonjour. La question est très courte. On a parmi nous beaucoup lu le livre de Jacob et Monod. Comment vous liez le hasard et la nécessité? Parce que ça nous intéresse aussi. Ah, oula, alors là, on rentre dans... J'aurais dû dire 0. Oui, c'est ça, vous avez 3 heures, je retombe en enfance. Ma femme est philosophe, donc... mais ça m'aide pas beaucoup, moi, en fait. Peut-être que je devrais l'appeler. On a le droit à un appel à un ami ou... Ouais, je ne saurais pas trop comment vous répondre intelligemment. C'est toujours difficile de donner un avis sur quelque chose sur lequel on n'est pas compétent. Mais je dirais qu'il ne faut pas... La nécessité, oui. Non, un samedi matin. Oh. Non, mais moi, j'aime pas. En fait, je trouve que la définition du hasard en général est beaucoup trop vague. Du coup, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose qui, en tant que mathématicien, me gêne. Donc, le hasard, comme je l'ai dit là, comme je l'ai décrit là, n'a aucun lien en fait avec ce type de choses. Donc, c'est en quelque sorte, j'ai essayé d'être précis pour éviter cette question de façon évidente. Je suis mal tombé. Mais non, je ne pense pas que le hasard et la nécessité soient directement liés. Je ne vois pas de lien direct en tant que chercheur. Au contraire, je dirais que le hasard est exactement là pour créer ce qui n'a pas besoin d'être. Et pour créer finalement ce que l'algorithmique n'arrive pas à créer. Vous savez, on me pose beaucoup la question sur l'utilité de l'intelligence artificielle. Et pour moi, une chose qui échappe, bien que ce soit très fortement basé sur le hasard, c'est du hasard bénin et en quelque sorte, ça répète juste aléatoirement les mêmes types d'opérations. Et je pense que on échappe à cette perspective de l'intelligence artificielle, exactement tout ce qui fait l'humain, qui est que dans nos faiblesses, notre créativité émerge. La créativité, elle vient de l'absence justement de savoir ultime. Et c'est sous contrainte qu'on est le plus créatif. Et il y a ces moments singuliers qui justement changent complètement la vision des sciences. Et donc, au contraire, je dirais que c'est grâce au hasard qu'on crée ce qui n'est pas forcément, ce qui a nécessairement une conséquence d'eux ou ce qui n'est pas naturellement une conséquence d'eux. Oh punaise! Et surtout, n'allez pas montrer cette vidéo à ma femme qui va me dire c'est nul ta réponse, t'as rien compris, pourtant ça fait 3 mois que je te l'explique. Mais... Une petite question aussi moins philosophique, mais est-ce que vous pensez que dans un avenir peut-être plus ou moins proche, en ayant une connaissance de la génétique, de l'environnement, des habitudes de vie, on puisse avoir des algorithmes assez puissants qui pourraient nous prédire, je crois qu'il y a des startups qui travaillent là-dessus, de prédire presque pour un patient, est-ce qu'il risque de tomber malade, presque à aller jusqu'à la date de sa mort. Je sais qu'il y a des... Oui, alors ça, j'y crois pas, personnellement, mais là, c'est un avis
totalement personnel, pas du tout éduqué, mais quand je vois déjà dans les systèmes très simples que nous manipulons tous les jours, on fait des grosses simplifications, en particulier ce modèle d'easing, il y a déjà la difficulté à parvenir à prédire justement ces événements sauvages. Je pense que sur tout ce qui est bénin, probablement on peut faire des choses assez bien, les statistiques sont très puissantes. Mais sur ces choses, ces changements de la vie, ces changements brusques, on n'arrivera pas vraiment à les encoder. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que je n'ai pas tellement envie de savoir quand je veux mourir. Merci beaucoup.